Là. Donc, de manière générale, donc, la conscience est définie comme ce qui perçoit un objet, et les facteurs mentaux assurent en fait les diverses fonctions de ces perceptions. Par exemple, donc, ce qui fait que quand donc, par exemple, les facteurs mentaux tels que la haine, la colère, le désir-attachement, ou donc l'amour, la compassion, etc. Tout cela, donc, c'est la fonction de ces divers facteurs mentaux. Par exemple, lorsque notre... Donc, lorsque notre conscience perçoit donc des formes, par exemple, donc notre conscience visuelle donc perçoit les formes, donc ce qui perçoit l'objet, c'est donc comme la conscience, le mental principal, et ce qui va permettre en quelque sorte la perception de toutes les caractéristiques de l'objet, par exemple son aspect, sa couleur, etc. Cela, c'est la fonction des facteurs mentaux qui sont alors associés à la conscience, au mental principal, à la conscience. Pena de nika son là, c'est ça, pena sou, quand sou, j'ai vu quand j'ai son quoi, Donc, par exemple, lorsque le mental saisit
la forme, le mental principal saisit la forme, en même temps ou donc conjointement à ce mental principal, est présent notamment donc un facteur mental de sensation. Donc de manière et donc à ce moment-là, le mental principal et le facteur mental de sensation ont le même objet. Donc ainsi, donc tout mental principal qui saisit un objet et les facteurs mentaux qui lui sont concomitants ont 5 sortes comme d'identités, notamment une identité d'objet, à savoir donc les facteurs mentaux qui accompagnent un mental principal au moment où ils perçoivent l'objet, donc ont une identité d'objet, ils perçoivent le même objet. Il y a ainsi 5 identités, une identité d'objet notamment. D'accord. D'accord. Il y a également donc une identité de support, et donc par exemple le mental ou la conscience principale et la sensation qui accompagne cette conscience principale ont le même, qui est appelé ici le même support. C'est-tu, hein? C'est Wangbo, c'est ça. T'en as sougé, hein? C'est ça. Et donc, ici, ce qui est appelé le support, c'est en fait l'organe sensoriel. Donc, ainsi dans l'exemple de la perception de la forme, le mental principal et les facteurs mentaux qui l'accompagnent, donc par exemple le facteur mental de sensation, ont le même support en ce sens qu'ils dépendent l'un et l'autre de l'organe sensoriel de la vue, puisque l'exemple que nous avons pris est une perception visuelle. Donc ils dépendent tous les deux de l'organe sensoriel. Donc, ce qui est appelé, comme par exemple l'organe sensoriel de la vue, dans le contexte où nous sommes, ce n'est pas juste l'œil comme le globe oculaire, mais c'est l'aspect de... C'est quand même c'est ouais, mais j'hésite, donc c'est donc c'est alors excusez mes peu de connaissances en physiologie, mais donc c'est ce qui a la capacité en fait de refléter les images. Alors je ne sais pas si c'est la rétine vraisemblablement, qui est considéré donc comme étant l'organe sensoriel ici donc de la vue. Et donc, en effet, de la même manière que lorsque nous nous regardons dans un miroir, nous voyons le reflet de notre forme, donc dans notre visage par exemple, et donc de la même manière, cet organe sensoriel est cette capacité comme de clarté de l'organe qui permet donc que les formes s'y reflètent, donc en l'occurrence, donc c'est la rétine. Et donc cet organe sensoriel, il est donc d'une part ici le support et de la perception, et il est aussi ce que l'on appelle la condition souveraine d'une perception.
Donc, Geshe-la a donné ici l'exemple avec une perception visuelle, mais donc il en va de même. Donc, le support des perceptions est le même pour les 5 perceptions sensorielles. Donc, c'est l'organe sensoriel correspondant. Donc, il s'agit donc d'une perception olfactive, auditive, gustative ou tactile. Non, la consultanda sub shaya tende ci conto tungi ore. Nato rétine, c'est rétine, c'est ça? Rétine. Là, tu es dans je pas mal bien. Ah, je mal. Voilà. Bon, il va falloir que je me. Voilà. Donc, Guichet me demandait, est-ce que, par exemple, dans le domaine des sciences, ce qui constitue, donc, selon les sciences occidentales, l'organe sensoriel, est-ce que cela est connu ou défini clairement? Je pense que oui. Moi, je sais pas. Mes connaissances, donc, en médecine ou physiologie sont on ne peut plus limitées, pour ne pas dire nulles. Mais donc effectivement, je pense que on définit clairement ce qui est l'organe sensoriel. Je suppose que pour la... Donc Geshe-la me demande par exemple qu'est-ce qui est, donc dans les sciences occidentales, l'organe sensoriel de la langue. Donc j'imagine que ce sont les papilles gustatives. Et donc, à votre connaissance, qu'est-ce qui est considéré comme étant l'organe sensoriel tactile? Oui, mais nous, attendez, la saute du corps, on dit tactile. Je n'arrive pas, il y a mal. La saute, c'est là, je ou un peu, c'est ça, j'ai pas, lui, ou un peu, j'ai pas, kayak, lui. C'était une souffrance là, qui est donc l'organe tactile, c'était quand était alors en tibétain on dit que l'organe des perceptions tactiles c'est en fait le sens corporel du corps, mais pour nous en français ça n'a pas de, ça n'évoque rien. C'est le toucher, mais c'est le toucher avec l'ensemble du corps. Oui, c'est ça, c'est pour ça qu'effectivement en tibétain. Pas avec les mains, enfin pas que avec les mains. Oui, non, c'est ça, voilà. Du corps, que ce soit, je sais pas, la langue, le nez, les pieds, par l'ensemble. Donc c'est pas de penche. Oui, non, bien sûr, il y a. Mais donc pour nous, dans notre vocabulaire, on parle du sens tactile. Et donc, qu'est-ce qui est le sens tactile? Donc, par exemple, je pense que là-dessus, il n'y a pas vraiment de différence, même si, chaque culture a ses termes. Mais, donc, l'organe sensoriel gustatif, effectivement, est réparti sur le pourtour de la langue. Donc, je pense que ça correspond à ce que nous appelons les papilles gustatives. Et effectivement, donc, l'organe du sens tactile est également réparti sur l'ensemble du corps. Donc c'est pour ça que c'est appelé littéralement comme le sens corporel. Donc, pour en revenir donc, à ce que je l'avais commencé à expliquer sur les 5 identités
entre donc, un mental principal et les facteurs mentaux qui accompagnent donc cette perception de la conscience principale ou du mental principal. Donc il y a, comme nous l'avons vu, donc une identité de support, c'est-à-dire identité donc d'organes sensoriels. Et il y a également une identité d'objet, à savoir donc le mental principal et les facteurs mentaux concomitants tels que donc la sensation ont le même objet, tel que la forme dans le cas d'une perception visuelle. Donc également donc le mental principal, la conscience principale et les facteurs mentaux qui l'accompagnent ont une identité d'aspect. Qu'est-ce que ça signifie? Par exemple, si le mental perçoit la couleur bleue, par exemple, donc tous les facteurs mentaux concomitants perçoivent ce même aspect donc, de la couleur bleue. Ils ont également, donc la conscience principale et les facteurs mentaux qui l'accompagnent ont également une identité de durée, donc littéralement comme de temps, c'est-à-dire donc le sens est clair, donc ils se produisent et cessent simultanément et ont la même durée. Et donc, également, donc, la conscience principale et les facteurs mentaux qui lui sont associés ont une identité de substance. Donc, par exemple, si le mental principal perçoit une sensation agréable, donc le facteur mental qui l'accompagne va également donc percevoir une sensation agréable. Donc, ainsi, les consciences principales et tous les facteurs mentaux qui accompagnent, donc qui sont concomitants, qui existent en même temps, donc cette conscience principale, ont tous ces 5 identités, donc ces 5 identités, donc identité d'objet, d'aspect, de durée, de substance et de support. Lori nala yo kade lori din ta semchen jo nikaya sedan geçenete bomba kade Donc, ce matin, Geshe-la va parler plus particulièrement donc, à propos. Donc, nous avons vu qu'il y avait un ensemble de 51 facteurs mentaux, et parmi ces 51 facteurs mentaux, il y a 6 facteurs perturbateurs de base ou racines, exactement, bravo. Et donc, en fait, il est extrêmement important de bien connaître ces 6 facteurs perturbateurs racines
et donc Michela va parler de cela ce matin, et cet après-midi, il parlera plus particulièrement des divers types de perceptions. Voilà. Donc, il est très important de bien identifier les facteurs perturbateurs, et en particulier dans ces 6 facteurs perturbateurs racines, car en fait, ce sont là nos véritables ennemis. Donc, pour pouvoir combattre ces ennemis, il faut tout d'abord bien les identifier et ensuite donc employer les armes, les antidotes appropriés contre ces ennemis. Mais si nous combattons nos ennemis là où ils ne sont pas vraiment, alors cela nous évertuerons en vain. Donc, de manière générale, nous savons ce qu'est le désir attachement, mais quand il s'agit de dissocier vraiment ce que nous appelons généralement amour et le désir attachement, alors la distinction n'est plus aussi facile. Donc, tout d'abord, énumérons ces 6 facteurs perturbateurs de base, ou racines, donc qui sont le désir attachement, l'aversion, la haine-aversion, l'orgueil, l'ignorance et les vues erronées. Donc, comment est défini donc l'attachement? Donc, c'est un facteur mental qui, en voyant un objet plaisant, agréable, en recherche l'obtention ou aspire ou recherche cet objet. Et donc, lorsqu'il est dit ici donc, comme un objet plaisant, en fait, il faut bien comprendre que le désir attachement ne voit pas vraiment les objets tels qu'ils sont dans leur nature, mais exagère les qualités de l'objet pour, en fait, le percevoir comme bien plus plaisant que ce qu'il n'est en réalité. Donc, il surimpose, il exagère ses qualités. Et là,
ainsi, donc, en bref, ce désir-attachement fait que, à la vue d'un objet plaisant, donc perçu comme agréable, donc l'esprit s'y attache. Et en fait, donc ici, par le terme d'attacher, quand il est dit à la vue d'un objet plaisant, donc l'esprit, le mental, s'y attache. En fait, il faut voir à ce moment-là ce qui est ce terme donc de s'attacher, par l'esprit en quelque sorte comme subit une attraction vers cet objet, de la même manière que par exemple un aimant attire donc des objets qui possèdent du fer, ou même si précieux soit-il, des objets métalliques. Et donc, de la même manière, cet attachement fait que, en quelque sorte, de manière compulsive, l'esprit est attiré, il y a une attraction donc vers cet objet. Donc, on peut prendre l'exemple d'un tissu qui aurait été taché avec de l'huile ou une matière grasse. Donc, cette matière grasse imprègne en fait toutes les fibres du tissu, et alors il devient très difficile de nettoyer ce tissu, et donc en quelque sorte de séparer cette matière grasse du tissu. En fait, il en va de même du désir-attachement à l'égard de son objet. En quelque sorte, le désir-attachement va comme coller à son objet, de telle sorte qu'il devient très difficile de les séparer. Là. C'est un lochage, hein? Donc, en fait, ce désir-attachement est une vue erronée, une vue fausse, plus exactement, car il perçoit, il appréhende son objet d'une manière qui ne correspond pas du tout à son véritable mode d'existence, à sa véritable manière d'être, mais il surimpose, il rajoute toutes sortes de qualités, de caractéristiques à cet objet qui ne correspondent pas à sa véritable nature. Donc, de manière générale, le désir-attachement se porte sur les divers objets des sens, donc de nos sens, donc sur les formes, sur les sons, sur les goûts, sur les saveurs, sur les odeurs et sur les touchés. Donc, qui sont donc respectivement les 5 objets de nos sens.
Donc, là. Attends. Donc, vous avez peut-être des doutes, des hésitations ou des questions sur le sens de ce qui est appelé vraiment le désir-attachement. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Nous sommes là pour apprendre. Donc, comme donc Geshe-la l'a expliqué, lorsque nous éprouvons de l'attachement vers un objet, c'est parce que donc nous exagérons les qualités de cet objet, nous lui surimposons toutes sortes de vertus, de qualités. Et par conséquent, en remède à l'attachement, il convient de méditer sur toutes les imperfections de ces objets d'attachement, sur par exemple donc sur l'impermanence de ces objets, ou sur tous les aspects comme impurs, souillés, déplaisants, repoussants, par exemple à propos du corps, par exemple. Donc méditer sur tous ces aspects repoussants ou déplaisants des objets. Et donc sur l'impermanence. Donc, ce désir-attachement a donc des effets extrêmement négatifs, et donc fondamentalement, c'est ce désir-attachement qui nous maintient prisonniers dans le cycle des existences. Si nous n'avions pas de désir-attachement, alors nous ne prendrions pas des renaissances dans le cycle des existences. Et là, et donc de manière générale, le désir-attachement est ce qui nous occasionne de très nombreux problèmes. Et donc, comme lorsque Geshe-la explique que en fait le désir-attachement est vraiment ce qui nous maintient prisonniers dans le cycle des existences, cela est en liaison avec donc comme les 12 liens de la production interdépendante, donc qui nous enchaînent donc dans le cycle des existences. Donc parmi ces 12 liens de la production interdépendante, il y a le lien, qui est littéralement le lien de la soif, traduit parfois par l'avidité, et en fait ce lien de la soif est du domaine du désir-attachement. C'est pas maintenant, et donc, parmi ces 12 liens de la production interdépendante, donc si l'on a définitivement éliminé ce lien de la soif, alors, donc qui est anti-vétère, c'est pas, alors il n'y a plus de renaissance dans le cycle des existences. On ne prend plus renaissance. Car en fait, la racine des renaissances que l'on prend dans le cycle des existences est en quelque sorte comme tranchée une fois que l'on a éliminé donc cette soif, cette forme donc de désir-attachement qui est là, car c'est cette soif qui maintient, qui en quelque sorte entretient les renaissances dans le cycle des existences.
D'accord. Donc, en effet, donc généralement, nous avons un attachement au corps, et notamment donc lorsque approche le moment de la mort. Donc nous avons à ce moment-là l'attachement à Tetu connaît Chikaraka Matsuta Pumbotan connaît Supotan connaît. À ce moment-là, nous éprouvons donc de l'attachement pour notre corps dont nous sentons que nous allons être séparés. Ainsi donc en fait le désir attachement est la cause de nombreuses souffrances, de nombreux problèmes, nombreuses difficultés, et il est important de mettre en œuvre les antidotes appropriés à ce désir attachement. Le deuxième des 6 facteurs perturbateurs de base, c'est la haine ou aversion. Donc comme l'aversion ou la haine se manifeste quand ne pas essayer de pas mal. Donc cette haine, aversion se produit à l'égard de 3 sortes d'objets. Donc à l'égard des êtres qui nous nuisent, donc, à l'égard de la souffrance, de nos souffrances, et à l'égard des causes de souffrance. Et cette haine, aversion est caractérisée par une absence de patience, au sens de donc une incapacité à supporter, à résister en quelque sorte à ces souffrances, à ces formes de souffrance, qui fait que l'esprit est ainsi comme tourmenté et ne pas de pas mal, et donc cherche à nuire. Donc ainsi, nous savons que lorsque l'esprit est en proie à la haine, à l'aversion, etc., donc l'esprit est ainsi très tourmenté, perturbé, parce qu'il ne peut pas supporter.
Et donc, en fait, cette comme incapacité à supporter donc ces trois formes d'objets, donc source de souffrance, que ce soit des souffrances causées par les êtres ou la souffrance elle-même, ou donc les causes elles-mêmes de la souffrance. Donc l'esprit est ainsi comme incapable de supporter ces souffrances, il est tourmenté, perturbé, et devient en quelque sorte comme donc le contraire de paisible, donc comme agité et une sorte de, comme disons comme brutal. Et donc la fonction de cette haine-aversion est qu'elle elle fait obstacle à toute paix et toute joie ou bonheur de l'esprit. Et donc parmi ces fonctions et donc ces effets, donc la haine, l'aversion, elle rend malheureux, elle empêche donc toute tranquillité, toute paix de l'esprit, elle empêche également le sommeil, elle trouble le sommeil. Et donc et elle empêche, comme elle fait obstacle donc à la stabilité de l'esprit. Donc par exemple, si nous devons faire un certain travail, et si notre esprit est totalement dominé par la haine, l'aversion ou la colère, donc c'est un peu la même famille, même si... et à ce moment-là, donc sous l'emprise de cette haine, de cette aversion, nous n'arrivons pas à être stables dans ce que nous faisons. Nous commençons notre travail, puis nous sommes totalement agités, perturbés par nos pensées de haine, d'aversion, et de ce fait, donc nous ne pouvons pas mener notre travail à bien, parce que donc notre esprit est ainsi instable du fait de la haine, de l'aversion. Mais nam chalaina, voilà, nik. Mila, voilà, voilà ça. Donc, et il se peut également que lorsque nous sommes sous l'emprise d'une violente colère ou haine, aversion, même ceux qui nous ont prodigué de très nombreux bienfaits, tels que nos parents ou nos maîtres, etc., alors nous oublions en quelque sorte tous les bienfaits qu'ils nous ont prodigués, nous devenons comme totalement hors de nous, incapables du moindre contrôle sur notre esprit parce que nous sommes alors dominés par la haine ou la colère, et nous pouvons même en venir à nuire, voire même tuer nos bienfaiteurs.
Et donc, de manière générale, lorsque nous sommes haineux, hostiles, en colère, etc., alors nous rendons malheureux tous ceux qui nous entourent, nos parents, notre famille, nos amis, etc. Là. Et donc, en bref, une personne de nature très hostile, coléreuse, haineuse, n'est jamais heureuse. Geza Jongyo. Donc, comme il est dit dans le Bodhicharya Avatara, donc en fait, il n'y a pas d'acte nuisible pareil à la haine-aversion. Donc, en effet, sous l'emprise de la haine, de l'aversion, de la colère, nous commettons de nombreuses actions négatives. Nous ne commettons que des actions négatives lorsque nous sommes sous la domination de tels facteurs. Et donc, et en résultat de ces actions négatives, donc nous risquons fort de prendre des renaissances dans les états d'existence inférieurs, et également donc cette haine, aversion, cette colère détruit également de nombreuses potentialités positives précédemment accumulées sur notre courant de conscience. Donc Geshe-la parlera ensuite donc des antidotes à la haine, à l'aversion, la colère. Donc le facteur perturbateur racine suivant est l'orgueil. Donc, essentiellement, l'orgueil fait que on n'a aucun respect pour les autres. Et donc l'orgueil est également le support par lequel surviennent de nombreuses souffrances, comme disons, le support de nombreuses souffrances. Donc l'orgueil est défini comme étant donc, un facteur mental qui a pour objet, par exemple, nos possessions, notre beauté, ou donc nos qualités, ou comme notre entourage, donc, etc. Donc il porte donc sur ce genre d'objet, et donc, prenant ayant donc pour objet donc, de tels objets, il consiste à éprouver donc en quelque sorte à être littéralement comme plein de soi, c'est-à-dire comme avoir une très haute idée de soi, et comme donc très être littéralement
démesurément content de soi et donc être littéralement comme plein de soi. C'est vraiment étymologiquement le sens du mot tibétain. Donc, ce facteur mental a pour aspect donc de faire que l'on se sente supérieur aux autres. Donc on va se dire que j'ai plus de richesse que les autres, j'ai plus de qualité que les autres, je suis plus beau, plus belle que les autres, etc. Donc finalement, à toujours se sentir au-dessus des autres, supérieur aux autres. C'est ça, c'est ça. En fait, il y a donc beaucoup de précisions à propos de l'orgueil et on distingue 7 sortes d'orgueil. Donc de manière générale, comme nous l'avons vu, à l'égard de des divers objets cités, l'orgueil va consister à se considérer comme vraiment quelqu'un de très particulier et comme très au-dessus. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça. J'attends. Quand ngage chigre d'une non est. C'est ça. Donc, tena sunat nenga dilagyo kisheka tena tepeyan chaba chaya ta chigyo ta Donc, de manière générale, parmi ces 7 subdivisions, on peut considérer donc que l'orgueil tel que cela a été défini est la première de ces 7 subdivisions, donc qui consiste à se sentir de manière générale, donc se sentir supérieur aux autres du fait de son statut social, de ses richesses, etc. Et donc qui est en fait comme une forme de condescendance. Le deuxième, donc, la deuxième forme d'orgueil qu'on peut traduire, donc là, ce sont effectivement des traductions approximatives pour trouver à peu près des termes en français qui pourraient à peu près correspondre aux situations décrites. Donc,